placer l'Afrique au cœur dans son contexte historique pour aider à comprendre sa raison d'être et sa résonance globale. J'appartiens à une génération d'Africains nés après les indépendances au terme d'un long et pénible cycle de domination coloniale. Notre génération s'est nourrie du combat de nos illustres pionniers qu'Amadou Hampâté Bâ a appelé les fils aînés du XXe siècle africain. Leur lutte pour l'indépendance de l'Afrique et la reconnaissance de sa place dans le concert des nations a marqué nos esprits et nous a inspirés. C'est ce bouillonnement intellectuel, politique et syndical qui m'a préparé et fait entrer en politique. Voilà la raison d'être de mon second livre, L'Afrique au cœur. L'Afrique au cœur est essentiellement axée sur les défis du continent et les moyens d'y faire face dans un contexte mondial en pleine mutation. Ce n'est ni une plainte, ni une complainte, mais le récit d'un citoyen africain sur l'Afrique. Un plaidoyer pour une Afrique revigorée et plus unie. Une Afrique libérée des préjugés et injustices d'un ordre mondial qui retarde sa marche vers le développement. Alors, je ne prétends pas parler au nom de l'Afrique. J'ai surtout voulu partager un militantisme actif et l'expérience d'une vie publique de plusieurs années au service du Sénégal et de l'Afrique. C'est l'objet des 23 chapitres que j'expose dans le livre. Ils portent sur des problématiques que j'avais souvent abordées dans le cadre de mes fonctions de président du Sénégal et de mes mandats au nom de l'Afrique, notamment comme président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD et comme président en exercice de l'Union africaine. De toute évidence, ces problématiques restent d'actualité. Elles nous interpellent en tant que citoyens, leaders publics ou privés, intellectuels, jeunes et moins jeunes. Elles demandent surtout une prise en charge par le plaidoyer et par l'action. Voilà ce qui m'a motivé à publier L'Afrique au cœur. Alors j'y parle de l'action publique qui impacte positivement le quotidien de nos populations. Et je me souviens du sourire éclatant d'un enfant de Tomboronkoto, un village au sud-est du Sénégal, dans le département de Kédougou. Cet enfant donc heureux de découvrir pour la première fois en 2021 la lumière électrique, quand j'étais venu connecter sa localité au réseau électrique national dans le cadre d'une tournée économique. Je l'ai appelé l'enfant des Lumières dans le livre. Je parle d'un panafricanisme d'action pour une Afrique qui doit rester debout et combative,
qui doit, malgré le poids de l'histoire et les injustices du présent, rester résiliente. Je parle d'une Afrique qui doit s'affirmer en acteur conscient de son potentiel, ouvert à tous les horizons, pour des partenariats co-construits, justes et équitables. Nous connaissons les narratifs habituels sur l'Afrique. L'Afrique des conflits, l'Afrique de la pauvreté et des maladies, l'Afrique divisée, exploitée et marginalisée sur la scène internationale. On ne peut pas nier cette Afrique des problèmes. Mais il y a aussi une Afrique des solutions qui refuse la fatalité du sous-développement. L'Afrique des solutions, c'est sa jeunesse vibrante et créative qui entreprend et réussit. Ce sont ces millions d'hommes et de femmes qui se lèvent tôt, se couchent tard et travaillent dur pour nourrir, éduquer et soigner leur famille. Ce sont ces hommes et femmes d'affaires qui investissent, innovent, créent de la richesse et des emplois. L'Afrique des solutions, c'est un continent riche de ses ressources naturelles. Pour rappel, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Près de 60% des terres arables mondiales non encore exploitées. Plus de 30% des réserves minières mondiales, y compris des minéraux critiques essentiels à la transition énergétique. Mieux encore, notre continent n'est pas seulement une terre de ressources naturelles. Il est aussi un creuset d'idées, de culture et d'énergie ardente. Ces femmes et ces hommes incarnent l'espoir, la résilience, la créativité et l'innovation. Je le rappelle, l'Afrique est jeune, vibrante, plurielle. C'est un continent en mouvement, tourné vers l'avenir. Qu'il s'agisse de paix, de sécurité, de développement durable ou de justice sociale, l'Afrique est au centre des grands enjeux planétaires. Et pour que cette place soit pleinement reconnue, nous devons, nous Africains, parler d'une voix unie et plus ambitieuse. L'Afrique ne doit pas être un problème à résoudre, mais une solution en construction. Une Afrique actrice de son propre destin qui refuse d'être à la périphérie du monde. Et pour ce faire, il n'y a pas de place à la résignation. Nous devons, plus que jamais, être et rester dans le temps de l'action. L'Afrique doit être un acteur stratégique, moteur de la transformation globale, partenaire crédible dans la quête d'un avenir meilleur pour elle-même et pour le monde. Mais cette Afrique des solutions ne pourra s'épanouir et prospérer que si nous arrivons à faire corriger les déséquilibres d'un vieil ordre mondial de 80 ans qui ne tient compte ni des besoins ni des intérêts de notre continent. Ma conviction profonde est que, quels que soient les efforts, les pays africains ne pourront se développer sans la réforme de la gouvernance mondiale, qu'il s'agisse de la gouvernance politique, économique,
comme de la gouvernance financière mondiale. Et dans cette gouvernance mondiale, l'Afrique ne peut rester en marge des décisions prises ailleurs et en son nom. À travers ce livre, je réaffirme mon engagement à penser l'Afrique dans le monde et le monde avec l'Afrique. Je veux surtout inviter à une mobilisation collective, celle des décideurs publics et privés, celle de la société civile, des intellectuels et surtout de la jeunesse, afin de bâtir une conscience nouvelle fondée sur une vision partagée, inclusive et durable de notre destin commun. Quand j'évoque la gouvernance mondiale, je ne revendique pas une révolution, mais j'appelle à une évolution nécessaire des instances de décision des Nations Unies. D'abord, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ce qui englobe le fameux concept, nous l'avons vu ensemble, chers amis, de la réforme de l'architecture financière internationale. Mais je dois saluer ici l'admission de l'Afrique au G20 et l'octroi à l'Afrique d'un 3e siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. Mais les sujets de préoccupation restent encore nombreux. Je pense aux notations biaisées des agences de notation qui renchérissent considérablement les conditions d'accès de nos pays au crédit. Je pense surtout au fardeau insoutenable de la dette africaine depuis des décennies, sans perspective de solution globale et durable. Je pense aux obstacles à une transition énergétique juste et équitable qui permettrait à l'Afrique de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique sans compromettre ses efforts de développement. Voilà quelques-unes des problématiques que j'ai abordées dans ce livre. Je sais qu'elles sont toutes complexes et pesantes. Malgré tout, je reste optimiste et je crois à l'émergence d'une Afrique unie, apaisée et stable, une Afrique confiante en elle-même et en sa jeunesse. C'est pourquoi ce livre est aussi un message à l'Afrique et à sa jeunesse. À tous les jeunes d'Afrique, je dis, croyez en vous. L'avenir vous appartient. Formez-vous. Osez entreprendre pour vous réaliser et contribuer à écrire le futur de notre continent. L'Afrique de demain sera ce que vous en ferez. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Thank you, Mr. President, indeed. Congratulations for your very inspiring words, spoken truly from the heart. Shall we give him another applause? Because it was quite complimentary. So let us now turn to the esteemed colleagues on the panel with us tonight.